Alors moi, je m'appelle Elliot Nouaille, je suis étudiant en philosophie et en sciences politiques à Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Et donc je me suis intéressé à la politique vraiment depuis mon entrée au lycée. J'ai eu une expérience d'un engagement lycéen qui était assez fort, ce qui m'a amené à réfléchir sur plein de questions. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu le sentiment qu'il y avait une sorte de caste euh, de gens qui parlaient systématiquement au nom des autres et qu'il y avait un réel problème de démocratie où on n'entendait pas la voix de certaines minorités ou même parfois de la majorité et qu'on n'avait pas la réelle possibilité de décider de ce qu'on voulait, qu'on s'applique à soi-même. On pensait que 2017, ça allait être un remake de 2012, qu'on allait à nouveau avoir le droit à un duel entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Puis on se rend compte que plus le temps avance, moins ça se profile comme ça. Que à droite, on a une droite forte qui ressorte gagnante avec un candidat ultra-conservateur et ultra-libéral. Là, au sein de la primaire socialiste, on se rend compte que Benoît Hamon ressort gagnant avec un programme à gauche qui porte des propositions nouvelles. Donc on peut penser que 2017 va être effectivement une année mais cruciale, fondamentale, avec des enjeux de reconstruction du jeu politique. Vous avez une première, vous avez Emmanuel Macron qui lance son mouvement sans l'appui de quelconque parti, Jean-Luc Mélenchon qui fait de même avec la France Insoumise, donc d'un côté En Marche, de l'autre la France Insoumise. Puis vous avez là un parti socialiste qui est en train de se métamorphoser, qui pourrait tout à fait disparaître, en tout cas au moins renaître sous une autre forme, que l'appareil soit conservé ou non. Donc il y a un jeu de restructuration politique, mais qui est fondamental pour les prochaines décennies à venir. Où des projets de société sont en train de se dessiner, ce qui est l'occasion aujourd'hui de dessiner le monde que l'on veut demain. À savoir, est-ce que oui ou non on instaure un revenu d'existence? Est-ce que oui ou non on considère qu'il faut réduire le temps de travail ou à l'inverse se dire qu'on va demander à tout le monde de travailler 40 heures? Est-ce que oui ou non on remet en marche l'idée de l'Union européenne autour d'un traité social ou est-ce qu'à l'inverse, on dit qu'il faut tout détruire pour se recentrer uniquement sur nos intérêts nationaux? Est-ce que oui ou non, on considère aujourd'hui que l'éducation doit reprendre une certaine forme d'autorité avec des professeurs qui vont être les moteurs de l'éducation ou est-ce qu'on redonne une place à l'élève et on écoute l'enfance? Tous ces enjeux-là que je cite vont être tranchés à travers cette élection présidentielle où vous avez des programmes très clairs et très nets aux antipodes les uns des autres qui se dessinent. Donc 2017 est une année fondamentale, mais pas nécessairement pour aujourd'hui ou pour les prochaines semaines, les prochains mois ou le prochain quinquennat. Mais c'est une reconstruction du jeu politique qui est totale. Et c'est pour ça que le nouveau souffle veut prendre sa part. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va être encore les perdants du rebattage des cartes. Parce qu'on n'aura pas pris part. Et on s'est dit que nous aussi, on peut venir avec nos idées modestement, notre volonté, notre soif d'innovation, de créativité, de rénovation du système politique et démocratique. Et donc, chacun et chacune a une part fondamentale à jouer parce que c'est maintenant et tout de suite que tout sera écrit. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que la politique devient un spectacle, d'une certaine manière, du pain et des jeux. Hein. Puis le peuple, comme ça, est content. On le maintient servile. Quand on regarde d'ailleurs Trump, il y a la vraie idée qu'on a une certaine forme de présentation d'un catch politique. C'est-à-dire qu'on sait que ce qui est présenté est fake, est faux. Trump s'est permis de dire tout à n'importe quoi, son contraire, sans nourrir d'une réflexion faisant référence à un raisonnement, ce qu'on entend juste de balancer ce que le peuple voulait entendre. Donc on a effectivement une forme nouvelle de politique qui ment, mais qui ment sans s'en cacher, sans dissimuler le fait que c'est un mensonge et qui plaît aux gens. De la même manière, comparativement à ça, on a une autre politique qui est en train de se développer
où il y a des réseaux qui s'activent de pensée, de production d'idées, où il y a une concertation, où il y a une démocratie collaborative, où les uns et les autres formulent leurs idées, essaient de faire vivre l'intelligence collective. On a ces deux penchants. On peut penser notamment à Nuit debout. Nuit debout qui était l'émanation d'une volonté de se réapproprier la politique, mais aussi toutes les applications qui aujourd'hui existent sur nos smartphones pour qu'on puisse exprimer notre opinion. Le média que vous dirigez, Scruteur, c'est aussi d'une certaine manière une réappropriation de la vie politique et du champ médiatique pour que chacun et chacune puisse dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense sur tel ou tel sujet. Donc il y a à la fois effectivement cette pipolisation de la vie politique, mais de l'autre, un rejet catégorique de ça et une volonté de reprendre la main sur les affaires qui nous concernent directement. Il y a quelque chose d'intéressant chez Macron, on peut lui reconnaître volontiers, c'est sa volonté d'innover, de faire vivre une certaine démocratie collaborative à l'aide des outils numériques, des réseaux sociaux, pour entendre la voix de chacun et de chacune. Après, force est de constater que son programme, lui, n'a pas grand-chose d'innovant. C'est des recettes libérales et ça se plie à une certaine forme de réalité qu'on pourrait balayer et se dire d'imaginer une autre société différente de celle dans laquelle on a grandi. Après aussi, ce qui est regrettable, c'est que Emmanuel Macron, est parti seul, sans avoir de programme. Et ça, pour moi, c'est un réel problème. C'est ce que j'appelle le phénomène de l'engrenage. C'est-à-dire que vous soutenez non pas des idées, mais une personnalité. Et au-delà de ça, ça veut dire aussi que les gens qui avaient passé du temps pour lui, qui avaient donné de leur énergie, parfois qui avaient investi financièrement sur la candidature d'Emmanuel Macron, eh bien, peu importe le programme qui en serait ressorti, on aurait pu d'ailleurs imaginer des choses abominables, auraient été contraints, d'une certaine manière, de soutenir Emmanuel Macron pour tout le don de leur personne qu'ils avaient fait. Et pour moi, c'est quelque chose de gravissime que de soutenir non pas une conception de la société à l'origine, ou des idées, des propositions, mais un homme. C'est la pipolisation qu'on évoquait tout à l'heure. Nouveau Souffle, à l'origine, avait décidé de soutenir la candidature de Pierre Larouturou à la primaire, ce qui devait être la primaire de gauche, sans pour autant être un fan club de cette personne-là. Preuve en est, on existe toujours et on va continuer d'exister sans lui. On a côtoyé donc du coup de près le Parti socialiste, puisqu'on a été amené à négocier avec eux pour que Pierre Larouturou, le candidat qu'on avait choisi de soutenir, soit admis à cette primaire. Puis on s'est rendu compte que cette primaire, en réalité, n'était pas une primaire de la gauche, mais était bel et bien une primaire socialiste qui pouvait s'apparenter à un conseil des ministres, des anciens ministres de François Hollande. Sylvia Pinel, Vincent Peillon, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, etc. Et pour nous, c'est un problème parce qu'il y avait une incohérence et un paradoxe entre d'un côté la volonté affichée de vouloir faire vivre différentes tendances à gauche, incluant donc le parti dont était issu Pierre Larouturou Nouvelle Donne et d'autres candidatures comme celle par exemple du MRC avec Bastien Faudeau, qui ont été rejetées, et en même temps les appels du pied qui étaient faits à Emmanuel Macron ou à Jean-Luc Mélenchon. Pour nous, il y a eu une certaine forme de paradoxe et d'ambiguïté qui prouve que le Parti socialiste est bien plus dans des postures que dans une réelle volonté de faire vivre la démocratie. Après, si on regarde juste les chiffres, là pour le moment, on est à peu près, je crois, à 1,3 million de votants à cette primaire. C'est un échec. Il faut l'accepter. 1,3 million de votants, c'est un échec. Néanmoins, on peut se réjouir que certaines idées assez novatrices aient pu être portées. J'évoquais tout à l'heure le tirage au sort du Sénat par Arnaud Montebourg, le revenu universel d'existence par Benoît Hamon, le traité social et fiscal par Jean-Luc Benamias, une création massive en faveur des politiques écologiques par Vincent Peillon, etc. Donc il y a eu des propositions intéressantes qui ont été amenées dans cette primaire. Mais ça reste effectivement la primaire du Parti socialiste, pas une primaire de gauche. Si Benoît Hamon gagne la primaire du Parti socialiste, il risque d'y avoir une implosion. Qu'est-ce qui aujourd'hui rassemble idéologiquement un Manuel Valls et un Benoît Hamon? Rien. Donc ce qui risque de se produire,
c'est qu'il va y avoir un départ massif de gens qui vont aller du côté de Jean-Luc Mélenchon si Manuel Valls gagne. A l'inverse, si Benoît Hamon remporte la primaire, vous allez avoir un départ massif du côté d'Emmanuel Macron. Bon. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que si Benoît Hamon remporte cette primaire, la gauche peut gagner en 2017, à la condition qu'il y ait, du côté de l'arc des progressistes et des écologistes, une candidature commune. Alors après, il faut se mettre d'accord. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est Benoît Hamon? Est-ce que c'est Yannick Jadot? Mais si on arrive, parce qu'idéologiquement, ils sont plutôt proches. Les trois sont plutôt d'accord avec la réduction de temps de travail. Les trois sont d'accord au moins pour un débat sur le revenu d'existence. Jean-Luc Mélenchon n'y est pas totalement favorable. Mais il dit quand même qu'il faut avoir un débat. Donc il y a un accord de fond idéologique. Si on arrive à dépasser les querelles individuelles, la gauche peut gagner en 2017. La vraie gauche, celle qui redonnera l'espoir qui se traduira dans le quotidien de chacun et de chacune. Celle de l'égalité, celle de la justice sociale, celle du partage des richesses, de la redistribution, celle qui défend les opprimés, les minorités, celle qui donne la parole au peuple. Et on a tant à gagner. On a tant à gagner. Donc ça serait quelque chose de fabuleux qu'on ait une candidature unique entre ces trois-là. Maintenant, il faut réussir à savoir lequel de ces trois, monsieur, c'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de dame, viennent à porter cette candidature des progressistes, des écologistes.